Face à l'actualité en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, merci de nous avoir fait confiance, surtout pour votre émission que vous aimez tant, Le Panel. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez la chaîne, la FM et l'émission Les Panels. On va faire le point sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi. Aujourd'hui, les dialogues deviennent de plus en plus une urgence, alors que pour le pouvoir en place, il faudrait respecter un quelconque format qui a été étalé, et surtout que les croquis donnés lors du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui représentait la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, ce qui ne tient pas parce que l'opposition continue à tenir mordicus à leur propre format du dialogue. Nous allons en parler, mesdames et messieurs. Vous avez suivi les points de presse de l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound, qui a donné l'ultimatum au président Félix d'organiser le dialogue. Au cas contraire, il y aura des marches pacifiques pour réclamer les terrains. Ça fait partie des forces utilisées par l'opposition, et d'ailleurs, c'est parmi les habitudes du président Félix quand il était encore à l'opposition, à l'UDPS Tshisekedi. Nous allons réfléchir, voir pourquoi avec tous ces processus, on n'arrive pas à une solution adéquate. Pour en parler et en discuter, nous recevons pour nous dans les cadres, pour vous plutôt, dans les cadres de ces grands plateaux spéciaux, Maître Eloï Koupa, qui est secrétaire général du parti politique Alliance pour le développement social, ALDES en sigle. Avec lui, on va tabler sur le plus important ici au pays. Pourquoi pas parler actualité qui bouge la capitale et en dehors de la capitale. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette très bonne, bien belle invitation, très spéciale, qui va me permettre de pouvoir communiquer avec mes compatriotes et donner aussi mon avis par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Comme je l'ai toujours dit, si on ne parle pas de notre pays, alors personne ne parlera à notre place. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Si on ne parle pas de notre pays, personne ne parlera à notre place. Maître, vous avez suivi aujourd'hui, l'actualité continue à bouger. On va commencer nécessairement d'abord avec ce point de presse de Jean-Marc Kabound, parce que nous parlons dialogue. Nous voulons comprendre aujourd'hui, le chef de l'État a mis sur la table son format à lui pour le dialogue, et aussi ça devient petit à petit une urgence pour la classe de l'opposition qui pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait nécessairement aller au dialogue. Quand vous avez suivi Jean-Marc Kabound à Kabound, nous ne voulons pas parler de lui comme tel, mais à son niveau en tant qu'acteur majeur, que vous l'êtes aussi comme lui, comment est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a l'urgence qui s'impose petit à petit d'après les croquis ou d'après l'orientation de l'opposition? Vraiment, je suis sidéré, je suis un peu troublé parce que je ne comprends plus rien dans notre pays. Que Jean-Marc Kabound, tantôt on l'appelle opposant, tantôt je ne sais pas. Et j'ai un peu du mal à comprendre parce que la loi portant le fonctionnement des partis politiques ou bien le parti des oppositions ne sont pas respectés. Vous le savez très bien que l'opposition doit avoir un représentant. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu le représentant de l'opposition. Donc, il parle pêle-mêle, on ne sait pas comment saisir cela. Mais quant à ce qui concerne son discours, bien son message demandant le dialogue, le chef de l'État a toujours dit qu'il était toujours prêt pour le dialogue. Alors, le dialogue ne peut pas être conditionné, être dans un enclos de 4 murs pour parler de dialogue. Et pour le président public, il dit, pour lui, le dialogue est permanent. À tout moment, on peut parler de notre pays si on veut que les choses marchent. Mais lorsqu'il s'agira maintenant de faire une pression, ça revêt notre connotation. Ça ne devient pas le dialogue, ça devient une pression qu'on est en train d'exercer à l'endroit du chef de l'État, tout en sachant très bien qu'il a reçu le mandat. Nous l'avons voté par les souverains primaires, bien sûr, pendant une période de 5 ans.
C'est lui qui représente la nation, c'est lui qui a la vision de la nation. C'est à lui de convoquer, bien appeler les uns et les autres autour d'une table pour parler. Le président de la République a fait une consultation, vous le savez très bien, il a appelé tout le monde à pouvoir marcher ensemble avec lui. Il a dénommé cela l'union sacrée pour la nation. Alors c'est une façon de dialoguer, c'est une façon de communiquer. Moi je pense que si notre frère Jean-Marc Aboun a besoin de parler au chef de l'État, ce n'est pas au travers des médias. Il peut aller dresser sa demande d'audience et voir le président et parler avec et communiquer avec. Ou carrément rejoindre l'Union sacrée pour la nation. Je crois que les choses iront très bien. Pourquoi passer à partir au travers des médias pour passer son message de dialogue? Et pourtant, le chef de l'État n'a jamais refusé le dialogue. Voilà. Alors, le chef de l'État n'a jamais refusé le dialogue, alors que l'initiative, vous dites que c'est à lui seul, du fait qu'il soit le chef de l'État, c'est à lui seul la primaire d'organiser les dialogues, alors que quand la CENCO et CC ont mis sur la table cette proposition du pacte social pour la paix, cela ne demandait pas l'avis du chef de l'État, mais ils ont demandé qu'on les rencontre en tant que les commandants suprêmes, c'est lui qui tient les bâtons des commandements. Mais comment est-ce que vous justifiez que le dialogue dépende de la volonté du chef de l'État, alors qu'il y a des pressions de l'opposition que vous ne craignez pas, parce que petit à petit la classe se divise, l'opposition s'arme facilement, et vous dites calmement que le dialogue va dépendre de l'orientation du chef de l'État. Vous ne voyez pas qu'il y a une forme d'ambiguïté face à la réalité qui est la pression politique, face à la réalité qui est l'insécurité dans la partie orientale, et qu'il y a nécessité d'organiser le dialogue. Pourquoi pas que le chef de l'État mette un peu d'eau dans son vin pour que le dialogue ait eu lieu? Mais est-ce qu'il faut seulement imposer cela au chef de l'État? Si Jean-Marc Aboun a besoin de dialogue, il n'a qu'à le faire avec les autres. Pourquoi vous appelez ça une imposition alors qu'on a vu la CENCO et CC prendre les histoires en main, rencontrer les différentes couches politiques? Parce que la nécessité, c'est le dialogue au vu de ce qui se passe sur le terrain. Bon, la CENCO, c'est quelle institution étatique? Il n'y a pas de référence. La CENCO, moi je pense que c'est une structure des représentants des églises, si je peux le dire ainsi. La CENCO n'est pas une institution étatique. Ils peuvent, ou bien elles peuvent penser, parce que le droit de penser nous est attribué, le droit de réfléchir, de mettre un avis nous est attribué, mais on ne peut pas l'imposer au chef de l'État parce que c'est lui le garant. Nous l'avons voté pourquoi? Nous avons pris notre pouvoir et nous l'avons mis sur la table, nous tous les Congolais, pour dire pendant une période de 5 ans, dirigez-nous, conduis-nous. C'est toi les visionnaires. Nous serons derrière vous. Mais s'il y a une proposition, je parle en termes de proposition, pas une pression. Non. Le chef, nous avons besoin de vous, nous voulons vous parler, nous voulons ceci, poliment, gentiment, je crois que ce n'est pas aberrant. Mais lorsque cela revêt le caractère obligatoire, où on doit imposer, et que vous devez écouter ce que nous... Non, là, ça devient autre chose. Il est le chef de l'État. Ce n'est pas Jean-Marc Aboun seul qui l'avait voté, ou il ne l'avait pas voté. C'est la même CENCO qui a accompagné le président Félix quand il était à l'opposition à l'UDPS. Il a accompagné en tant que qui? Il y a eu le soutien de la CENCO quand il fallait organiser des marches. Mais c'est les prêtres ont été traqués ici. C'est là où il y a le bas blesse. La CENCO, ce sont des peuples congolais qui se sont réunis dans un enclos et se sont attribués une appellation, CENCO. Mais sur le plan constitutionnel, la CENCO se retrouve à quel niveau? Ce sont des Congolais. Ils ont droit à donner un avis. Mais ils ne peuvent pas imposer au chef de l'État parce qu'on les attribue les noms de CENCO. Non. Ce sont des Congolais, des patriotes congolais qui pensent librement.
Et cette pensée-là devait être proposée au chef de l'État. Mais c'est au chef de l'État de convoquer. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, Jean-Marc Aboun insister sur le fait que le chef de l'État doit convoquer le dialogue. Mais on ne peut pas imposer à un père. Maître, qu'est-ce qui dérange dans ces dialogues? C'est sa forme ou c'est son fond qui dérange? La forme d'abord est biaisée. La forme est biaisée. Le chef de l'État, c'est lui le garant, c'est lui le représentant. C'est auprès de lui qu'on doit recevoir les orientations. C'est lui le numéro un, le chef c'est lui. Si on commence à recevoir des orientations pêle-mêle, ça devient de l'anarchie, du désordre. Je crois qu'on doit formuler cette demande d'une manière ordonnée, d'une manière polie, s'adressant au chef de l'État, lui donnant ses hommages et ensuite attendre de lui la réponse. Mais lorsqu'on commence à dire il doit convoquer une réunion, il doit convoquer un dialogue, ça devient autre chose. Ce n'est pas un dialogue. Là, ça devient autre chose. C'est pourquoi je dis, j'avais vu Jean-Marc Aboun contacter le parti politique, les mouvements associatifs. Pourquoi on n'a pas continué avec son dialogue? Parce qu'il sait très bien que c'est au chef de l'État, lui seul, le garant, qui a le monopole d'organiser et de donner des orientations. Alors, le Canevas ne peut pas provenir de n'importe qui. C'est au chef de l'État qui doit définir comment ça doit se faire. Très bien. Maître, parce que nous parlons, l'objectif, c'est de retrouver l'intégrité territoriale. Retrouver la paix dans la partie orientale, et ce qui fera que le chef de l'État travaille très bien, qu'il atteigne ses objectifs. Mais aussi longtemps que la guerre à l'Est perdure, on risque de croire à un échec, bien qu'on ne souhaiterait pas cela. Il y a tant de processus aujourd'hui. Nairobi, bon, on parle maintenant, c'est Doha, et en même temps, on espérait tous à tout ce qui s'est passé à Washington, mais on sent que le chef de l'État n'est pas prêt, parce que les accusations qui tombent, il n'est pas prêt à rencontrer les avus, surtout des opposants, aussi qui se montrent valables, prêts à dialoguer, bon, pas à dialoguer, prêts à retrouver la paix. En ce moment, ici, nous assistons à des suspensions des partis politiques, parce qu'ils seraient derrière les mouvements sauvant le Congo ou sauvant la RDC initiée par Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire, cette suspension risquerait de mettre un peu d'huile dans le feu? D'abord, vous avez parlé de Joseph Kabila. À ce que je sais, Joseph Kabila a été condamné à mort. Pensez-vous que dans une république, une personne condamnée à mort peut convoquer les gens quelque part et leur donner une mission de sauver un Congo? Mais il est accusé. Il est accusé que celui qui soutient les mouvements... il est condamné. Voilà. Non. Il était accusé. Maintenant, il est condamné. En même temps... La page de l'accusation est déjà passée. Nous sommes dans la page de la condamnation. Ce monsieur est condamné. Il est recherché par la justice congolaise. Il est condamné. En même temps, c'est lui qui pilote les mouvements rebelles. Mais la raison pour laquelle on l'avait condamné, c'est des éléments mis à la disposition de la justice militaire. On fait en sorte que cette personne soit interpellée, qu'il a refusé de venir se présenter devant la justice, et ensuite, ce monsieur devait être condamné. Et il est condamné, et ils le savent très bien qu'il est condamné, mais ce monsieur veut marcher au-dessus de la justice congolaise. Il veut marcher au-dessus de la loi congolaise, la loi fondamentale même. Parce qu'il n'est pas le respectueux même de la loi. Il a été interpellé, il refuse de se présenter, ni d'envoyer même ses avocats. Et pour lui, il s'en foutait même de tout. Alors c'est ce monsieur qui doit vous appeler pour vous dire, voilà, on doit sauver le Congo. Le monsieur a fait 18 ans au pouvoir. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé le Congo?
qui l'avait empêché de sauver le Congo? Parce qu'il avait la possibilité de sauver. Pourquoi il ne l'avait pas fait? C'est maintenant qu'il veut sauver le Congo. D'ailleurs, cette appellation-là, cette dénomination de sauver le Congo provient de Coutinho Fernando. Tout le monde l'a dit, mais je crois que Fernando peut... Il semblerait que Laurent Désiré Kabila l'a aussi utilisé en quelque sorte, et que Kabila, le fils aujourd'hui, est sur les pas de son père, sur la philosophie de son père, et non qu'il a emprunté de quelqu'un. Oui, nous allons voir si cela est vrai. Mais nous savons que le Sauvons le Congo, c'est la raison pour laquelle cela a coûté la vie chère au pasteur Coutinho Fernando. Alors, maître, il y a la convention de Kabila. Ouais. Le même Kabila, c'est lui qui pilote, d'après les pouvoirs, c'est lui qui pilote les mouvements AFC M23, c'est lui le patron. Non, à Doha, vous discutez avec... Je risque de perdre un peu l'idée. Hein. Ne dites pas que d'après le pouvoir, c'est d'après la justice congolaise. C'est la justice qui a condamné, ce n'est pas le pouvoir qui a condamné. Nous avons les séparations, les trois pouvoirs qui se distinguent. Le pouvoir législatif, exécutif et pouvoir judiciaire sont séparés. Alors, le chef de l'État n'interfère pas dans les affaires judiciaires. La justice est indépendante et autonome. Il contrôle la politique du pays. Il peut aussi, en quelque sorte, savoir comment est-ce qu'il peut éteindre les faits. Il comprend la politique du pays. Non, mais il peut comprendre en tant que garant. Mais il n'interfère pas. Il peut être au courant. Ne savez-vous pas que Dieu est au courant de ce que Satan fait sur la terre? Ne savez-vous pas ça? Pourquoi Dieu ne l'arrête pas? Il attend le moment pour chacun. C'est comme ça que les chefs de l'État agissent aussi. Vous n'allez pas dire non, mais pourquoi le Dieu nous laisse comme ça, tout ça. Mais il laisse à chacun, parce que chacun de nous va porter ses fardeaux. La même chose avec les chefs de l'État. Il ne peut pas interférer dans les affaires de la justice, dans les affaires du Parlement, ainsi de suite. Il est là en tant que garant. Il entend des rapports venant de ces derniers. Mais je crois que pour Kabila, en tout cas, à moins que nous ne soyons pas congolais, nous savons très bien que Kabila a été condamné et ce monsieur ne peut pas rassembler un groupe de gens quelque part pour parler du Congo. Il doit d'abord répondre à sa condamnation. Qu'il réponde d'abord. Si on va la quitter, qu'il affronte la justice. Mais je me rappelle de son ami Matata Pogno qui disait que je rentre dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Mais que Kabila fasse la même chose. J'aurais appris qu'il devait venir par l'aéroport de Ndjili. Nous l'attendons. Qu'il vienne. Que nous verrons maintenant si la justice ne sera pas à la hauteur de mettre la main sur lui. Quel est le sens que vous réservez au processus de Doha? Parce que Kabila, d'après les accusations, c'est lui qui pilote ou qui piloterait les mouvements AFC M23. Mais pourquoi encore compter sur le processus de Doha? Mais le processus de Doha, c'est tout à fait normal qu'il y a un pays ami qui veut conseiller ses homologues et il veut qu'il y ait la paix entre les deux chefs de l'État parce que ici on parle du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Là, ils ne sont pas en train d'interférer, ils n'interfèrent pas dans l'histoire de la justice. Vous le savez très bien. Dans un pays souverain. Vous le savez très bien, ils n'interfèrent pas. Ils n'interfèrent pas parce que interférer, c'est-à-dire donner des injonctions. Ça a interféré. Mais là, ils n'interfèrent pas. Il invite, il veut créer l'atmosphère l'atmosphère plutôt de la paix, de la paix entre les partis. Là, ce n'est pas interféré. Entre Kabila et Félix. Non, mais je ne vois pas Kabila à Doha. Je ne vois pas son nom cité à Doha. C'est là où les bas blessent, c'est là où ça dérange un peu. Écoutez, en même temps, on condamne Kabila. Non, écoutez, on négocie avec ses supplétifs. Peut-être on risque de compliquer les choses. Kabila a été condamné. Sa page s'intitule « Condamnation de Joseph Kabila ». On ne parle pas des accusations, je vous ai dit ici. Ici, on parle de sa condamnation. Il a été déjà condamné, il est recherché. Nous demandons à tous ces pays de nous les transmettre ici au Congo parce qu'il doit purger sa peine ici au Congo. C'est ça sa page. Ne parlez pas comment Kabila doit se retrouver là-bas. Moi, je ne vois pas Kabila. Kabila a été déjà
des éléments à la disposition de la justice prouver à suffisance que Kabila est le commanditaire. On l'a vu à Goma. Vous n'allez pas me demander mais pourquoi Kabila s'est retrouvé à Goma, parce que non, mais il a été à Goma. Les services de renseignement a tous ces éléments. Les éléments qui prouvent à suffisance que le monsieur est le vrai commanditaire des troubles, des fauteuils de troubles à l'Est. Et le monsieur n'aime pas la paix dans notre pays. Mais sur le guichet international, on ne voit pas la facette de Kabila être taxé de rebelle ou de les patrons d'un quelconque mouvement insurrectionnel. On sent que c'est plus le pouvoir qui s'accroche, mais sur le plan international, on ne sent pas ça. On ne sent pas que Kabila est accusé du genre. Kabila, je me rappelle bien du message de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, disait que nous voulons que la justice congolaise puisse juger ses propres fils et filles. C'est la raison pour laquelle vous voyez que la justice qui ne s'acharne pas, elle est sereine. Elle sait que tôt ou tard, Kabila sera arrêté. La justice est lente, mais elle arrive quand même. Tôt ou tard, Kabila sera arrêté. Retiens la parole que je vous dis aujourd'hui. Alors, maître, la suspension des partis politiques, parce que la justice devra aussi jouer à une paix, mais d'une manière ou d'une autre, bien que la justice soit contraignante, elle n'est pas relative, ça c'est normal, mais suspendre des partis politiques, est-ce que ce n'est pas une manière de se tailler à une forme de dictature? Si nous lisons la loi portant statut des partis politiques en République démocratique du Congo, je prends article 5, point B. Je prends d'abord le chapeau du point, du premier point, le chapeau. Dans la création, organisation et fonctionnement des partis, le parti politique veille. Je saute au point B, au respect du principe de l'alternance au pouvoir par les voies du libre choix du peuple. C. À la consolidation de l'unité nationale. D. À la préservation de la souveraineté de l'État congolais. Et à la préservation de la sécurité et de l'intégrité territoriale nationale. Au respect, ça c'est F, du caractère républicain démocratique, social, laïque et individuel de l'État congolais. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le parti politique a pour mission de respecter la démocratie. Si on redescend, on dit le parti politique n'a pas mission à prendre des armes ni à s'affilier à un mouvement insurrectionnel, un mouvement rebelle, de ceux-là qui prennent des armes sous peine de sanctions. Il y a les sanctions réservées à tous ces partis-là qui s'associent avec des groupes qui sèment la terreur en République démocratique du Congo, voire même leur annihilation. On peut même annuler ces partis-là ou bien les radier s'il le faut, parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Quand on crée un parti politique, il y a des préalables. Le ministère de l'Intérieur étudie vos dossiers lorsque vous allez les déposer, votre statut, mode de fonctionnement. Mais lorsqu'on trouve que vous n'avez pas ces caractères-là de vous associer à un mouvement insurrectionnel, vous pouvez être suspendu. Ça, ce n'est pas une infraction, ça relève de cette loi. Il n'y a pas moyen de tenir compte du contexte et que, un moment, une époque de turbulences pareilles, suspendre des partis politiques fait risque ou fait naître un risque parce que on craint aujourd'hui des soulèvements populaires, on craint aujourd'hui des marches, on craint aujourd'hui que tout soit bouleversé en suspendant autant de partis politiques. Et petit à petit, alors que Tshisekedi disait toujours, le chef de l'État,
avait tendance toujours à dire « ne faites pas de moi un dictateur ». Mais où est-ce que nous partons petit à petit? Non, le respect de la loi n'est pas amené à faire de quelqu'un un dictateur. Le respect de la loi ne peut pas faire d'un chef de l'État un dictateur. Alors si le chef de l'État ne respecte pas la loi, il sera poursuivi. Il sera aussi attaqué. Alors, parce qu'il doit veiller, il est le garant. Il veille au bon fonctionnement des institutions établies. Alors s'il ne veille pas, il sera poursuivi aussi pour ça. C'est la raison pour laquelle il devait veiller. Lorsqu'il voit qu'il y a un ça ne va pas, il devait revoir pourquoi ça ne va pas. Il doit interpeller les responsables, ceux qui sont attitrés à agir au nom de l'État, de le faire conformément aux lois et aux dispositions établies. Alors, le chef de l'État est trop debout depuis un temps parce que la diplomatie agissante devra nécessairement agir par des preuves palpables, qu'il y ait des signaux forts qui témoignent que le chef de l'État a 2 pieds sur terre sur la situation dans la partie orientale. Mais petit à petit, on commence à les juger sur base de ses paroles, déclarations de part et d'autre. Quand le chef de l'État dit que s'il faut retrouver la paix à l'Est, il peut même accepter de devenir militaire. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il est un patriote. Donc en tant que chef de l'État, il n'a pas le pouvoir de finir la guerre et qu'en devenant militaire, il trouve que c'est la meilleure méthode. Mais là, il met l'accent sur son engagement. En tant que chef de l'État, il a des prérogatives. Mais il dit qu'il peut aller au-delà. Parce que nulle part, on a écrit que le chef de l'État peut prendre les armes pour aller combattre au front. Mais quand il dit que même s'il faut qu'il prenne des armes, même s'il faut qu'il devienne même militaire, ça veut dire qu'il met l'accent. Il montre l'amour exagéré de son pays. Il est engagé, prêt, parce qu'un militaire, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa nation. Alors, vous êtes homme du droit. Vous pouvez nous faire la différence entre le fait qu'il soit appelé le commandant suprême et le fait d'être militaire. La différence est à quel niveau? Quand il est commandant suprême, il gère, il est au-dessus de la... il gère tout ce qui se passe dans le chef de commandement militaire. Il doit être au courant des opérations militaires. Mais on n'a pas dit, en tant que commandant suprême, il doit être au front. Ça, la Constitution ne l'a pas donné. C'est la raison pour laquelle nous parlons de cette Constitution. Comme le chef de l'État l'a dit, qu'il peut aller au-delà. Il faut qu'on mentionne ça dans la Constitution. D'où raison pour laquelle il faut revoir la Constitution. On va y arriver. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une forme de manque de confiance en l'armée congolaise? Comment le fait de vouloir devenir militaire alors que vous avez mais militaire. C'est les encourager davantage. Pourquoi Dieu dit qu'il est le chef d'armée céleste, tout ça? Vous avez déjà vu Dieu descendre pour aller combattre. Il envoie toujours ses disciples d'aller combattre. Mais il est là, il gère en tant que garant. Ça, c'est encourager ses troupes, encourager ses militaires, leur donner un message que je suis avec vous. Je suis prêt à même, s'il le faut, si la Constitution me donne le pouvoir de prendre, porter la tenue et prendre les armes, je serai prêt à le faire. Alors qu'il avait promis les habitants de la partie orientale, dès que je suis un chef de l'État ou réélu, je viendrai habiter avec vous ici. Ça fait partie, ce sont les mêmes signes. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle je dis le chef de l'État, en tant que chef de l'État, quand il parlait, il était candidat président de la République. Mais lorsqu'il est devenu président public, il y a des limites, des choses qu'il ne peut pas faire. Je prends un exemple. Une fois nommé président de la République, il ne peut pas commencer à travailler. Il faut qu'il nomme un informateur. Un informateur qui va identifier la majorité pour dégager la majorité présidentielle. Là, cependant, le chef de l'État est là. Depuis que nous l'avons voté, il ne fait rien. Il est limité par la Constitution. Et après le formateur, après l'informateur, il y a le formateur.
Après le formateur, maintenant, on va ressortir le chef du gouvernement qu'on appelle le Premier ministre. Le Premier ministre va composer ses ministres pour aller les présenter au Parlement avec son programme, avec un programme du gouvernement. Mais cette fois-là, ce n'est pas le programme du chef de l'État, mais c'est le programme du gouvernement. Cependant, le chef de l'État nous avait présenté son programme pour la nation. Mais la Constitution nous dit, non, monsieur, toi, tu ne peux pas faire ça. Regarde, si tu fais ça, tu vas violer la Constitution et tu vas tomber sur le joug de l'infraction, haute trahison. C'est la raison pourquoi je vous dis, il devait aller en tant que Tshisekedi. Mais on lui dit, non, mais chef de l'État, toi, tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Il y a les services de renseignement, ça veut dire que il y a les services de sécurité. Il n'avait jamais eu le temps de consulter la Constitution en tant qu'acteur politique avant qu'il devienne chef de l'État. Vous savez, quand on est humain, nous avons des sens, parce que la Constitution que vous parlez là, c'est défini comme l'œuvre du souverain primaire. Mais ce n'est pas le cas avec notre Constitution. Notre Constitution, c'est l'œuvre des belligérants, des seigneurs de guerre, pour mettre fin à la guerre. Si vous lisez le préambule de la Constitution, la première Constitution, vous allez comprendre ce que le préambule dit, que c'était à cause des conflits et qu'on devait mettre fin à ces troubles-là, que les gens se mettent ensemble. Alors la Constitution n'a pas la totalité de la volonté exprimée d'un peuple. Ça, vous devez le comprendre. C'est pourquoi même les États-Unis a changé sa Constitution à plusieurs vingtaines de fois. Nous devons aussi revoir beaucoup de choses. Nous avons bien sûr la volonté de faire, mais la Constitution nous empêche de faire certaines choses. Est-ce que vous ne savez pas que tout sera mesuré sur base du bilan, parce que vous n'allez pas changer la Constitution d'un certain matin, vous vous réveillez puis vous dites, bon, on va changer la Constitution. En face de vous, vous avez l'opposition. En face de vous, vous avez un argumentaire contraire à ce que vous pensez. Comment vous pensez vous y prendre, changer la Constitution, alors que les mêmes Tshisekedi s'est battu contre ceux-là qui avaient les ambitions de changer la Constitution. Il vient au pouvoir, il veut soutenir ceux qu'il combattait avant. Les souverains primaires n'est ni Kabila, ni Tshisekedi, ni qui que ce soit. Les souverains primaires s'appellent nous. Les nous dans sa globalité. Le peuple congolais a le pouvoir, a la prépondérance sur la Constitution. Le peuple congolais peut se décider aujourd'hui de marcher sur la Constitution. Et personne ne peut vous empêcher. Ça, vous devez le savoir. Alors, vous n'allez pas demander au peuple congolais, dire au peuple congolais, vous n'avez pas le droit de changer la Constitution. Alors, qui va changer la Constitution? Et qui peut changer la Constitution? Non, lui avait dit qu'en tant que garant de la nation, en fait, personne ne peut l'interdire à changer la Constitution. Avait-il consulté le peuple avant qu'il prenne cette décision? Il n'a pas, peut-être vous êtes en train de lui charger. Il n'a pas dit en tant que garant de la nation, personne ne peut. Qui peut m'empêcher, moi, à penser? Qui peut m'empêcher? Garant de la nation, c'est sorti de sa bouche. Oui, garant de la nation. Oui, à empêcher avait-il consulté le garant de la nation de penser à un changement de la Constitution? Qui peut m'empêcher, moi, maître Elo, de penser au changement de la Constitution? Vous pouvez empêcher mes pensées? Personne ne peut empêcher la pensée de l'autre. Et là, d'ailleurs, même la Constitution dit non, nous avons la libre pensée. Personne ne peut empêcher quelqu'un à penser. Le chef de l'État n'a pas dit qui peut m'empêcher moi à changer la Constitution. Non, mais il ne peut pas changer la Constitution. Il le sait très bien. Il n'a pas dit ça. Moi, je l'avais suivi lors de sa campagne. Qui peut m'interdire moi à ne pas penser? Comment tu peux m'interdire quelqu'un à ne pas penser? La personne qu'on interdise à ne pas penser, c'est une personne morte ou bien qu'une personne qu'on a déjà tuée? Une personne vivante a les capacités, les facultés de penser, de raisonner. Parce que c'est intrinsèque. La pensée n'est pas visible, n'est pas palpable. Tu ne peux pas toucher la pensée. Et comment toi tu peux interdire à quelqu'un de ne pas penser? Ça devient autre chose. Donc tu veux la mort de cette personne-là. Alors, maître, apparemment, c'est devenu aujourd'hui le projet phare de l'Union sacrée de comprendre que le changement ou modification de la Constitution devenait une urgence. D'ailleurs, vous ne tenez même pas compte des pressions politiques. Vous ne tenez pas compte des répercussions politiques. Vous pouvez nous dire
Si aujourd'hui le peuple n'est pas satisfait du bilan du chef de l'État, jusqu'ici, parce qu'on ne peut pas parler de son bilan, c'est pas encore la fin du mandat, mais sur le plan social, les paniers de la ménagère, qu'est-ce qui empêche le chef de l'État, en fait, pas lui, comment est-ce que la Constitution empêche les chefs de l'État à satisfaire les sociales du peuple? C'est en cela qu'on attend les argumentaires, que le peuple connaisse, comprenne que si on n'est pas, si nos enfants ne partent pas bien à l'école, si les paniers de la ménagère ne se remplissent pas, si les fonctionnaires ne sont pas payés régulièrement, voici comment est-ce que la Constitution bloquerait les chefs de l'État à bien exercer le pouvoir sur terrain. D'abord, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Je l'ai toujours répondu. Le chef de l'État a un programme. Avant qu'il devienne chef de l'État, il a eu son Caneva, ou bien son programme d'action pour le développement du Congo. Il l'a présenté lors de sa campagne, ou bien avant sa campagne. Il a montré comment il devait aider le pays. Mais une fois il devient le président public, la Constitution lui dit: tu ne peux pas agir, tu dois attendre qu'il y ait un Premier ministre. Nous n'avons pas voté le Premier ministre. Maman Toulouka, nous ne l'avons jamais voté. Mais elle ressort de la Constitution. Voilà là où les choses bloquent. Mais la personne que nous avons votée, c'est le chef de l'État. Celui qui nous a promis, c'est lui. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais maintenant, la Constitution lui dit: tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait là-bas avec la population, pas ici. Tu dois attendre qu'il y ait un Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Celui qui a le programme du développement du Congo. C'est le Premier ministre. Ce n'est pas le chef de l'État. Et le Premier ministre a ses ministres sectoriels. Celui de développement rural, Mouchaël Moutom, celui de l'agriculture, ainsi de suite. De la justice, ainsi de suite. Ils sont là pour faire leur travail. Mais regardez comment les choses, comme disait celui qui était l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kalouba, parlait de dichotomie. Le peuple dit: Papa Félix est allé Likambo Oyo. De l'autre côté, c'est la première ministre qui est en action. C'est elle qui pose les actes. Voilà le bas blesse. Voilà la difficulté de la Constitution. L'inadéquation. Parce qu'on doit comprendre à quel moment la Constitution bloque les chefs de l'État à ne pas donner même à 80% de l'électricité au peuple. Non, mais ce n'est pas les chefs de l'État qui donnent l'électricité au peuple. Il est les garants. Les garants de quoi? Il gère la gestion. Non, mais il est les garants quand on dit il est gestionnaire principal. Mais d'une façon sectorielle, qui gère l'énergie de la République démocratique du Congo? On n'a pas refusé, maître. Comment est-ce que la Constitution bloque? À quel moment? Je vous explique comment. Je vous ai déjà montré que d'abord, il ne devait pas agir en attendant le Premier ministre. Alors, c'est question de temps. Il bloque. Non, on met d'abord ça de côté. Mais je prends maintenant la nomination de ces ministres. Les ministres ressortent de la majorité, donc des partis qui ont plus de députés. Ce sont ces partis-là qui envoient leurs représentants, ou bien les noms de ceux-là que le chef de l'État doit nommer comme ministre. Il ne peut pas outrepasser. S'il fait le contraire, il va violer la Constitution. Et ça va être encore des problèmes. Raison pour laquelle vous avez vu FCC cache tout ça, on dit on va le bloquer, ainsi de suite. Parce que lui, il n'est pas en action. Il peut contrôler à distance, mais celui qui gère, c'est une autre personne. Qu'est-ce que vous voulez? Que le chef de l'État commence à tout gérer? C'est là les pouvoirs que vous pensez l'octroyer? Mais je pense, parce que vous l'attribuez beaucoup de charges. Vous attendez trop de lui. Comme vous attendez trop de lui, allez dans cette logique-là, qu'on lui donne tout. Qu'il devienne même, si vous voulez bien, l'empereur. Là, au moins. Dans un pays démocratique, vous voulez donner à 100% le pouvoir au chef de l'État, alors qu'il a les prérogatives. Je vous entends parler de la démocratie? Est-ce que je vous entends, vous, les journalistes, parler de la démocratie? Lorsque vous êtes en train d'encourager Kabila, qui a été condamné, on encourage de rassembler des gens. On fait un jugement des valeurs, on fait des analyses sur les actions de la justice.
Parce que il n'y a pas un jugement de valeur, c'est un jugement de fait. Le monsieur a posé des actes, la justice a à sa main des preuves. Il n'y a jamais eu d'éléments matériels, d'après ses partisans. Mais il faut aller démonter devant la justice. Sur base des images... Ce n'est pas devant votre caméra qu'on doit dire tout ça. Lorsqu'on avait interpellé... Le procès était public. En fait, le procès était public. Pourquoi ces avocats ne se sont pas présentés? Pourquoi les membres? Parce que je vois dans son parti, bon, malheureusement que le parti a été même suspendu, je vois des grands professeurs, entre guillemets, s'ils les sont, effectivement, parler de tout ça, mais personne ne s'est présenté devant la justice congolaise. Ça, vous allez parler de la démocratie? La démocratie, c'est le respect des normes, des textes. Lorsqu'on n'est pas en mesure de parler, de respecter les normes et textes, voulez-vous qu'on aille dans cette optique-là? Non. Est-ce que si les gens ne travaillent pas bien, vous avez dit que le chef du gouvernement a ses ministres sectoriels, quand les gens n'arrivent pas à bien travailler, le ministre, ainsi de suite, les mandataires publics, c'est le problème du casting ou c'est le problème de celui qui travaille? Écoutez, il y a un problème très sérieux. Peut-être que vous êtes en train de passer outre. Il y a un problème très sérieux, c'est celui de la Constitution. La Constitution dit, Kamere, c'est un cas que j'ai sélectionné, Kamere a 40 députés. Il a droit aux 4 ministres. C'est Kamere qui envoie les noms. Il peut donner un mot d'ordre. Va là-bas. Là, ce sont vos ententes politiques. Je ne pense pas que c'est la Constitution qui prévoit le dispatching du ministère. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui a plus de députés, on fait les calculs. Actuellement, ces 10 députés vont à un poste ministériel. Mais celui qui a 100 députés... qui n'a jamais été aussi respecté. Non, mais écoutez... Qui crée de frustration au sein de l'Union sacrée. Non, mais quand vous parlez de l'Union sacrée, donc on s'est mis dans un tout cohérent. Nous formons un. Mais vous avez des frustrations, maître. Mais c'est ce que je dis. Des frustrations. Même au ciel, il y a eu des problèmes. Pourquoi il y a eu guerre dans les cieux? Tout ce qu'on refuse que ça puisse... Non, mais je vous ramène toujours auprès de notre Créateur. Pourquoi il y a eu guerre dans les cieux? La guerre de l'homme est toujours comme ça. Même si vous lui donnez tout ce que vous avez. Maître, ça c'est... Nous parlons de l'État. Nous parlons de l'État où il y a... Nous sommes dans un pays démocratique, il y a des lois... Non, vous répétez encore la démocratie. Mais oui, il y a des lois, il faut respecter. Est-ce que la loi est respectée? Est-elle réellement respectée dans notre pays? Il y a un garant de... Lorsque quelqu'un se met dit nous allons paralyser ce pays. N'avez-vous pas entendu ça? Ça c'était la démocratie. Un, entre guillemets, professeur d'université qui défie la République. Ça quel impact? Est-ce que ça... quel impact face à celui qui a l'armée, la banque, je vous dis, tout. Ça quel impact? Vous le savez très bien. Vous le savez qu'il savait que l'actuel chef de l'État n'allait pas faire 6 mois. Vous le savez très bien. Et il disait, qu'il va faire... Donc, il est en train de chauffer, réchauffer seulement la chaise. Là, tout ça, ce n'est pas sa chaise. Vous le savez très bien. Que le coup était bien planifié pour éliminer physiquement le chef de l'État. C'était très bien planifié, vous le savez très bien. Non, ça, vous le savez avec non, vous êtes journaliste. On n'a pas de preuves. Je ne peux pas affirmer cela. Il y a des déclarations politiques. Je prends, vous êtes en train de parler Jean-Marc Kabound. Je suis désolé. Pourquoi je vous ai dit, je suis sidéré d'entendre que Jean-Marc Kabound parle aujourd'hui. C'est Jean-Marc Kabound d'hier qu'on avait menacé au Parlement, à l'Assemblée, par Mabound. Où Kabound dit, en tout cas, c'est trop tard. Le chef de l'État, les conseillers même, de ne pas prendre ces décisions-là, de les faire partir. Et au sorti chez le président, directement, Mabound prend une décision et dit, bon, devant vos confrères, il dit, bon, c'est trop tard, nous avons déjà pris une décision. C'est Jean-Marc Kabound qu'on a humilié devant l'Assemblée. C'est lui-là qui doit s'affilier avec ces gens-là. Je ne peux pas exclure la dynamicité politique. C'est pour vous dire que vous avez dit qu'on n'a pas de preuves. Il y a des déclarations où on a parlé que Yemei a dit. Ça se dit par un ministre d'État. Quand vous avez le bâton, maître, s'il vous plaît, un ministre d'État fait une déclaration et Yemei a Yebisingaï. Un ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il vous fait une telle déclaration. Allez-vous dire qu'il n'y avait pas de preuves?
Non, là, c'est que vous... Maître, quand on prend les bâtons de commandement étatique, vous héritez les actifs et les passifs. Et ce n'est pas sur base de quelques déclarations que vous allez justifier la non-existence de votre bilan. On a besoin, les actifs, qu'est-ce qu'on appelle actifs? Je vous donne un exemple. Et les passifs. Je vous donne l'exemple. Le peuple n'aura pas besoin de tout ça. Les responsables, on a besoin le responsable de cette chaîne n'est pas avec nous. Je suis en face de moi, les journalistes. Lorsque le journaliste n'est pas intelligent, pensez-vous que l'émission va bien se passer? C'est la faute de responsable. Pendant qu'il est en pleine action avec vous. Et regardez comment vous me posez des questions pertinentes. Si vous n'êtes pas outillé et préparé, et c'est la faute du responsable. Vous l'avez présenté que vous étiez en mesure de faire beaucoup de choses. C'est la même chose. Les chefs de l'État, quand il fait, vous avez parlé de casting, quand il fait pose dévolu sur tel ou tel ministre, il attend un bon résultat. Et surtout, chez nous, ici, il y a des diplômes. C'est pourquoi, je suis désolé avec beaucoup qui portent les diplômes, et les détenteurs de gros diplômes. Mais ce sont des détenteurs des grands détourneurs de la République, pour la plupart. Et suivez beaucoup de doctorants. Ah oui, c'est parce qu'ils savent que la loi n'est pas contraignante. Hein. Elle est relative et ils en profitent de la faiblesse. Hein. Alors, vous comprenez que lorsque la loi n'est pas contraignante, il faut la renforcer. C'est la raison pour laquelle moi, ça c'est un avis personnel, où je parle de revoir la Constitution. Parce que ça pose problème aujourd'hui. Vous pensez y arriver, maître? Vous pensez y arriver? Est-ce que... Là, c'est une question. Vous pensez vraiment? À moins que vous soyez rwandais, hein, excusez-moi. Si vous êtes congolais. Non, aujourd'hui, il n'y a même pas d'excuse à demander. Aujourd'hui, c'est quand quelqu'un dit le contraire du changement de la Constitution, on les taxe. Non, mais c'est notre Constitution. Cette maison peut être embellie à tout moment. Vous ne pouvez pas refuser de ne pas embellir cette maison parce qu'elle est déjà embellie, on ne peut pas l'embellir encore. La Constitution, je vous ai parlé de la Constitution américaine qui a eu beaucoup d'amendements, plusieurs amendements, vingtaines de fois. Et vous, depuis que nous sommes là, combien de fois avons-nous porté des modifications sur notre Constitution? Il y a des choses que nous voulons que ça change pour notre bien, pour que le pays puisse se retrouver aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas continuer à pleurnicher, pour dire que non, les chefs de l'État, qu'on donne spécifiquement, clairement, des responsabilités au chef de l'État, et ce qu'il doit faire lorsqu'il va nous promettre qu'il doit le faire, et non passer par des ministres ou d'autres personnes. Voilà un peu ce que nous voulons des changements de la Constitution. On va finir ces beaux plateaux spéciaux avec Maître Eloï Koupa, secrétaire général du parti politique Alliance pour le développement social, ALDES en sigle. Maître, un mot de la fin, mais avec une question parce qu'on termine l'émission. La régie nous a déjà fait signe, on a essayé un peu de déborder un tout petit peu. On essaie un peu d'arranger certaines choses. Maître, apparemment vous faites semblant du dialogue. Est-ce que sentirez-vous à l'aise au cas où l'opposition prenait l'option des marches pacifiques sur terrain? Vous allez vous sentir à l'aise. Vous faites la conclusion, on termine l'émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première des choses, nous devons aimer le Congo. Et non nos sentiments ou bien nos poches. Il ne faut pas prendre les peuples comme des cobayes où on peut les utiliser comme on veut. Non. Le chef de l'État l'a dit, il est permanent. Il est prêt pour le dialogue et à tout moment. Ce n'est pas un dialogue défini. Quand quelqu'un dit il est présent, il est permanent, il entend à tout moment, quiconque a besoin de lui, qu'il aille frapper à sa porte. En tenant compte de la temporalité, la règle d'or. Nous l'avons vu, les temps jugent. J'ai vu Mosito. Mosito aujourd'hui, il est au gouvernement, il était dans l'opposition. Il est allé voir le chef de l'État, nous l'avons vu, il l'a embrassé, ainsi de suite. Ça veut dire que le chef de l'État est pour tout le monde. Que Jean-Marc Kabound et les autres qui veulent vraiment le dialogue, non d'aller dans la rue, ou bien pousser les gens à une pression populaire. Moi, je pense que ce qui est mieux, c'est d'aller vers le chef de l'État, c'est lui le garant. Si Jean-Marc Kabound ne l'avait pas voté, il y a des milliers de peuples congolais qui l'ont voté. Merci. Alors, c'est la loi de la majorité qui prime. Je crois qu'il n'a qu'à s'incliner et puis suivre la règle démocratique, comme vous l'avez dit.
Très bien, c'était Maître Loïc Koupa, secrétaire général du parti politique Alliance pour le développement social ALDES, en sigle Maître. Merci d'avoir été les nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Que ça ne soit pas la dernière fois. Je serai toujours que les occupations vous J'ai aimé les cadres, je ne savais pas, je suis surpris de voir que vous êtes très bien organisé. Et, grâce à Maître Billy Maloua qui est au four et au moulin. Je tiens à féliciter les confrères. En tout cas, je tiens aussi à vous dire merci parce que vous êtes trop professionnels. Je pense qu'on n'a pas insulté quelqu'un. Nous avons émis les idées comme il faut. En tout cas, pour l'équipe technique, je tiens à leur dire merci pour leur professionnalisme. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs.